réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Vous savez, parfois, il y a des études dont les résultats nous étonnent. Par exemple, prenez le sport. Quand on pratique un sport, essentiellement, deux raisons font en sorte qu'on pratique un sport. D'abord, parce qu'on aime ça. Puis deuxièmement, aussi pour demeurer en santé. Le sport favorise l'activité physique. L'activité physique, c'est bon pour la santé. Mais voilà qu'on apprend aujourd'hui qu'une vingtaine de personnes meurent à chaque année de causes naturelles en pratiquant un loisir ou un sport. Les plus dangereux, le vélo, le hockey et la chasse. Alors, j'en parle avec le docteur Paul Poirier, qui est cardiologue et chercheur à l'Institut de cardiologie et pneumologie de l'Université Laval à Québec. Il est un des auteurs de cette étude. Docteur Poirier, bonjour. Bonjour. Docteur Poirier, est-ce que c'est dangereux de faire du sport? Non, il y a beaucoup plus de bénéfices qu'on en retire que ce soit dangereux qu'on en fasse. Bon. Ça, c'est clair. OK. Alors, pourquoi il y a des gens qui ont des ennuis quand ils font du sport, des ennuis graves au point où, malheureusement, ils peuvent en mourir? Bien, il y a plusieurs facteurs. Première des affaires, c'est qu'il y a des gens qui sont des has-been versus des never was. Fait que là, ils se ramassent en disant je suis rendu à 45 ans, j'ai joué au hockey pour je sais pas, un très très haut niveau. Puis là, je vais recommencer à jouer parce que mes enfants ont recommencé à aller à l'école. Puis là, j'ai du temps de lousse. Fait que je vais aller jouer au hockey. Puis là, je joue au hockey contre des jeunes de 25-30 ans. Puis là, je vais leur montrer comment c'était quand que nous autres on joue au hockey. Puis là, la testostérone monte. Puis là, les gens écrasent parce qu'ils poussent 3 machines. Parce qu'ils sont pas assez en forme pour faire ce qu'ils veulent vraiment réaliser sur la patinoire. Ils se souviennent comment ils étaient quand ils étaient en forme, mais ils sont. Alors là, ils partent en fou. Puis, ces gens-là ont fait du sport de très haut niveau. Fait qu'ils ont toujours fait du sport puis ont souffert à faire du sport. No pain, no gain. Fait que là, ils se disent, ben là, c'est normal que j'aie des douleurs dans le thorax parce que je force fort. Non, c'est pas normal que j'ai des douleurs dans le thorax. Ça pourrait être cardiaque. OK. Ça, c'est super intéressant ce que vous dites, Dr. Poirier. Là. Quelqu'un qui se reconnaît peut-être un peu dans le modèle d'homme que vous venez de décrire, là. Bon athlète quand il avait 20 ans, s'y remet à 45 ans, puis pense qu'il a les mêmes aptitudes, la même forme physique, alors que ce n'est pas le cas. Si en pratiquant son sport, que ce soit le vélo, la course à pied, s'il s'entraîne pour un marathon, par exemple, ou il joue du hockey, si on a des douleurs trop vives, notamment dans le thorax, là, c'est une lumière rouge qui doit s'allumer. Oui, une lumière rouge, puis il faut qu'elle flash en plus. Fait qu'une douleur dans le thorax qui irradie dans le bras, qui est à l'effort, soulagée par le repos, un essoufflement disproportionné, une fatigue comme si toute l'énergie s'en allait dans le plancher, ça, c'est tous les symptômes qui sont pas normaux. Alors, j'ai pas dit que le feu était pris, mais je leur ai dit, écoutez, allez consulter. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui le font consulter, là, vous, dans votre pratique? Est-ce que vous en voyez souvent? Ben moi, je suis probablement le cardiologue qui prescrit le plus de gouttes pour les yeux puis de médicaments pour la prostate parce que les gens n'ont plus de médecin de famille. Fait que le problème, c'est où vont aller consulter. Alors là, tu te dis, bon, ben, il faut aller consulter soit au GAP ou soit à l'urgence ou sans rendez-vous. Il faut juste lever le pied un petit peu, continuer à être actif, mais lever le pied un petit peu. Puis si la douleur revient toujours de façon à la même activité, ben là, c'est vraiment ganguille sous roche, là, il faut consulter. Docteur Poirier, je veux revenir sur ce que vous venez d'affirmer. Vous êtes un cardiologue, vous êtes un chercheur, vous êtes un spécialiste et vous dites que dans vos consultations, vous prescrivez souvent des gouttes pour les yeux puis des trucs pour la prostate. C'était une boutade. Mais c'est ça la réalité quand même, c'est votre réalité. C'est ça la réalité. Alors, il faut qu'ils aient consulté pareil. Mais les gens vont dire, bon, j'irai pas attendre 14 heures à l'urgence pour aller consulter. Fait qu'ils vont pas. Puis attendre trop tard. Mais on aime mieux se tromper que d'avoir des regrets. T'sais, on traite pas c'est pas des boutons, qu'on traite pas une crise de goutte, là, c'est le cœur. Alors, il faut qu'il aille consulter. OK. Vous dites aussi que, et ça m'a beaucoup étonné dans votre étude, que la chasse est également une activité où des gens meurent. Oui, ça nous a surpris, puis c'est pour ça qu'on a essayé, puis on a un éditorial associé à notre article. J'ai été le premier surpris, parce que quand je posais les questions à mon entourage, les gens trouvaient la chasse, le hockey, le jogging, mais pas le cyclisme, le hockey, le jogging, mais ils trouvaient pas la chasse. Alors, mettez-vous, on a fait ça de 2006 à 2019, OK? Mort subite non prévue. Okay? Si je fais du vélo, puis je me fais frapper par un auto, ben c'est une mort subite qui est prédictible, mais je me fais frapper par un auto.
OK? Si j'écrase en faisant du vélo, puis je suis tout seul, mais là, ça, c'est inattendu. Donc, autopsie coronaire. Fait que c'est comme ça qu'on a fait notre étude. Toutes des études d'autopsie de coronaire. La chasse, regardez le phénotype, regardez le type, puis là, je caractérise, OK? Parce que je sais qu'il y a des gens que le chapeau, il fait pas, mais il y a beaucoup de gens que leur chapeau fait. Ils vont à la chasse avec les boys, ils vont là, il y en a qui fument, il y en a qui sont pas en forme, puis en plus, ça a l'air, moi je suis pas un chasseur, mais quand tu tues, tu as une adrénaline. Juste le fait de voir l'animal, puis de dire je vais-tu l'avoir, il faut que je le tire dans le bon moment, il y a un rush d'adrénaline incroyable. Ce que ça fait augmenter la fréquence, fait augmenter la pression. Après ça, tu es dans le bois. Il fait froid. Puis il faut que tu ailles chercher ton animal, qui est loin, puis il faut que tu le sortes de là, qui pèse 1000 livres. Alors, si tu n'es pas en forme, ben, ça se pourrait que tu écrases. Donc, la chasse est dangereuse. Franchement, c'est vraiment une constatation qui est étonnante. J'ai pas dit que c'est dangereux. J'ai dit qu'il y en a qui vont à la chasse puis qui sont pas en forme assez pour gérer ce que la chasse demande comme dépenses énergétiques, comme activité physique. Je veux dire, ça, c'est comme les gens qui vont courir un marathon, 42 km. Ils sont rendus à 3h30, OK? Puis là, vous, là, est-ce que vous accélérez avant de rentrer dans votre entrée quand vous allez arriver chez vous tantôt? Non. Non? Bon. Alors, pourquoi les gens accélèrent dans le dernier kilomètre pour sauver 30 secondes sur 4h15? Bonne question. Hein? Ben, je comprends pas ça encore. Si vous avez quelqu'un qui vous explique à téléphone, dites-moi le renseignement. Parce que les gens écrasent dans le marathon, dans le dernier kilomètre ou juste après. Docteur Poirier, en terminant, là, si vous aviez un conseil à donner aux gens qui veulent faire du sport, puis c'est souvent, je pense, des gens qui sont moins en forme ou qui n'en ont pas fait depuis longtemps, c'est comment on commence, j'imagine? On y va modérément au départ? Start low, go slow. L'exercice est le meilleur médicament qui soit. Au Québec, on n'a plus le moyen de nos ambitions. Le monde sont malades. Si on veut faire de la prévention, il faut faire de l'activité physique puis arrêter de manger de la scrap. Mais on commence tranquillement si on n'en a pas fait depuis longtemps. Start low, go slow. OK? Si tu t'en vas prendre une marche puis qu'il y a un petit peu de côte, puis le lendemain, tu te lèves puis tu as mal à des muscles que tu savais même pas que tu avais, ben c'est parce que là, tu as travaillé fort. OK. Ben, je pense que ce sont des bons conseils. Start low, go slow. En gros, là, on peut traduire ça par commence à la base, là, puis vas-y tranquillement. Hein? Je pense que ça résume marcher, bien. Il faut apprendre à marcher avant de commencer à courir. Voilà. Ben, les enfants connaissent ça. Ouais. Merci beaucoup, Dr. Poirier. Merci, bonne journée. Salut, le Dr. Paul Poirier, cardiologue et chercheur à l'Institut de cardiologie et pneumologie de l'Université Laval. C'est un sacré bon conseil. Là. Si on veut se remettre au sport, on n'en a pas fait depuis longtemps. Ben, on commence à la base, on y va tranquillement, on n'est pas pressé et surtout, on ne prend pas de chance avec notre santé. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. La ministre responsable de la condition féminine, Martine Biron, a présenté ce matin son plan d'action pour améliorer l'accès à l'avortement au Québec. Et je lisais le commentaire de Mme Biron là, en dévoilant son plan, et c'est assez intéressant. Elle dit, là, je la cite, « Il faut que la porte reste ouverte. » Parce qu'aux États-Unis, la porte, elle était ouverte et elle s'est refermée. Alors, c'est possible que ça arrive. Je trouve qu'à certains égards, ça me donne une légitimité d'agir. Pourquoi agir à minuit moins 2? Quand tu peux agir à minuit moins quart? Une excellente question. J'en discute avec le docteur Jean Guimond. Le docteur Guimond est médecin de famille à la clinique de planification familiale du CLSC des Faubourgs et ça fait 50 ans qu'il défend les droits des femmes d'obtenir un avortement. Docteur Guimond, bonjour. Bonjour, M. Quentin. Docteur... Je vous écoute. Docteur Guimond, est-ce que vous êtes heureux du plan annoncé aujourd'hui par la ministre Biron? Oui, effectivement, parce que, ça vient un peu sur le tard, mais disons qu'on a fait beaucoup d'interventions dans la dernière année, justement parce qu'on voulait qu'il y ait une prise de position plus claire, puis qu'on s'assure de nos arrières. Là. Alors donc, ce n'est pas parfait, comme par exemple, on s'occupe pas de la gratuité de la contraception.
Mais il faut bien comprendre que en médecine, il est très important que les techniques que l'on utilise, lorsqu'il y a par exemple 2 techniques possibles pour un tel problème médical, on a l'obligation déontologique de l'offrir à la personne qui demande ce service-là en lui expliquant les avantages, les désavantages, les risques et tout ça. Donc, avec l'arrivée de la pilule abortive, ça faisait donc une façon différente de s'occuper des avortements du premier trimestre. Bon. Vous en parlez, Dr Guimond, de la pilule abortive. J'ai été étonné d'apprendre, je l'ignorais, que 17% des avortements au Québec sont le résultat de la prise de la pilule abortive, alors qu'en France, c'est 72%. Ben, vous savez, l'histoire de la pilule abortive, c'est justement que ça vient de France et ça existe depuis déjà 25 années à peu près, là. Mais pourquoi ça a été développé en France, c'est que en France, les avortements c'était très limité et ne se faisaient qu'en milieu hospitalier sous anesthésie générale. Alors, c'est donc un médecin a développé la pilule abortive et donc c'est pour ça que chez eux, effectivement, leur historique, c'est que c'est devenu la méthode principale, là. Et eux ne dépassent pas tellement le premier trimestre. Hein. Alors, donc... Est-ce que c'est un modèle qu'on devrait imiter au Québec? Moi, je pense que effectivement, il y a des endroits, il y a des régions où l'accessibilité de l'avortement est difficile. Où l'avortement se fait dans des centres uniques, par exemple un centre hospitalier avec des populations très petites et souvent on risque d'être ostracisé en consultant à l'hôpital et donc la pilule abortive effectivement c'est une excellente solution pour ça et il y a des régions comme tout ce qui est au nord. Je veux dire, ce sont vraiment de très petites cliniques et tout le monde se connaît. Alors, aller à la clinique pour se faire avorter, puis que c'est sa cousine qui est infirmière là ou qui est téléphoniste à l'entrée, je veux dire, il y a donc... Le droit à la confidentialité, là, c'est un concept plus qu'une réalité, là. Oui, absolument. Puis je veux dire, on ne veut pas que ces femmes-là soient ostracisées, pas plus dans le Nord qu'à Gaspé ou à Alma, au Lac-Saint-Jean. Je veux dire, ce qu'il faut faire attention, c'est que si on est capable, si les 2 services sont possiblement offerts, il faut simplement expliquer à la femme, voici, on peut faire ça et on peut faire telle autre chose, et les avantages et les désavantages. Est-ce que la pilule anti-abortive est aussi sécuritaire et aussi efficace qu'un avortement pratiqué dans une clinique? Il y a, écoutez, le chirurgical est un petit peu moins à risque de complications. Mais on ne parle pas de complications sévères, là. Mais la pilule abortive va donner à peu près entre 4 à 5 d'effets secondaires désagréables, tandis que l'avortement chirurgical par instrument, ça va être de 1% et demi de complications à peu près. Là. Bon. Vous, là, vous surveillez tout ce dossier-là de l'avortement au Québec depuis 50 ans. Quand vous regardez ce qui se produit aux États-Unis, quand vous regardez, on le sait, qu'il y a des mouvements dans certaines régions du Canada pour essayer d'interdire ou de limiter le droit à l'avortement, est-ce que ça vous inquiète ou vous croyez qu'on est suffisamment bien enraciné là, autour de ce concept-là au Québec? En fait, c'est que on est bien, on a des jugements de la Cour suprême du Canada. Là. On a plusieurs jugements, là, 4 à 5 jugements qui sont très importants. Et ça, c'est la Cour suprême. Donc, c'est vraiment notre base qui est très forte. Et ça devrait s'appliquer partout au Canada, normalement. Par contre, je pense que
de la façon que ça s'est passé aux États-Unis, c'est que ça a pris beaucoup de temps. Ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus pour gagner petit à petit des petites grenailles pour contrôler tout ça. Puis nous autres, oui, il s'est fait plusieurs tentatives pour avoir changé la loi et ça n'a pas fonctionné, ça passe proche. Et malgré le fait que, par exemple, le Parti conservateur, le chef dit « Ah, mais moi, je suis pro-choix », on sait pertinemment qu'il y a presque une cinquantaine de députés qui ne le sont pas et qui sont prêts à tenter n'importe quoi au niveau politique pour faire des changements. Alors, ça demeure inquiétant parce que il y a bien des années, il y avait des manifestations, oui, au Canada, mais c'était surtout du côté anglophone. Quand il y avait des manifestations devant la clinique Morgentaler, c'était des gens de l'Ontario qui venaient au Québec. Là, maintenant, il y a des groupements qui font de plus en plus de manifestations. Et un bel exemple que ça fonctionne bien, c'est qu'on a une loi qui empêche les manifestations à moins de 50 mètres des cliniques d'avortement, qu'elles soient en milieu hospitalier ou en privé ou en communautaire, là. Et non seulement on les empêche de manifester, mais on les empêche de parler aux personnes, de parler aux femmes. Donc ça, c'est un gros avantage. Mais là, on voit, ils sont en train de le contester. Voilà. L'affaire est devant la Cour supérieure à l'heure actuelle. Exactement. Ça fait que donc, on attend le jugement. Mais tout ça, pour sauver la liberté d'expression. Mais entre vous et moi, s'exprimer sur quelque chose de médical, là, en parlant comme un médecin, c'est la pratique illégale de la médecine. Intéressant. Merci beaucoup, Dr Guimont. Très intéressant de vous écouter sur ce sujet. Je vous en prie. À une prochaine. Bonne soirée. Le Dr Jean Guimont est médecin de famille à la clinique de planification familiale du CLSC des Faubourgs. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Le Québec de demain dans lequel on offre la parole à des jeunes de plusieurs horizons et qui, à nos yeux, représente l'avenir du Québec. Et aujourd'hui, on plonge dans le domaine de l'humour et c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille en studio Maude Landry. Bonjour Maude Landry. Bonjour Philippe, merci de me recevoir. Ça fait vraiment plaisir. Catherine, pour les gens peut-être qui connaissent moins Maude, là, tu vas bien nous la présenter. J'aurais envie de dire que c'est une jeune humoriste, mais elle a quand même 10 ans de métier. Je vais avoir 33 ans, donc je suis même plus si jeune que ça. Moi, je trouve que tu fais partie quand même de la relève en humour, mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Hein, grande la relève. Oui, tu as gagné des Oliviers, tu as ton spectacle à toi. Maude, comment te dire, est-ce que ce serait correct de te qualifier comme une girl next door dans ton style de te présenter sur scène? Oui, moi-même, je me présente comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire girl next door en français? La fille d'à côté, c'est-à-dire quelqu'un qui fit dans le moule, mais pas vraiment, là, tu sais, un peu inoffensive. Sympathique. Sympathique, oui, exact. C'est ça. C'est ça. Et tu as un certain franc-parler. Je dirais que oui, je me censure pas. Des fois, je suis surprise d'apprendre que c'est raide ce que je dis, alors que pour moi, c'est juste honnête. Comment tu le décris, ton humour, Maude? Il y a de l'observation. Il y a un peu d'absurde, mais pas tellement, je dirais. C'est ça que on dirait mon personnage de scène, mettons, puis c'est pas mal celui dans la vie, là, c'est la fille qui essaie de se faire des amis, mais ça marche pas tout le temps. Elle essaye, mais il y a beaucoup de maladresse, il y a beaucoup de nonchalance, de désinvolture, un peu grincheuse, un peu niaiseuse. C'est pas mal ça. Maude, comment tu vois le milieu de l'humour en 2024 depuis tes débuts quand tu as commencé? C'est florissant. Ça va vraiment bien. Il y a de plus en plus d'humoristes. Puis je suis agréablement surprise de voir qu'il y a encore beaucoup de public. Je vais souvent au Bordel Comedy Club. C'est rempli. L'accueil est là. Il y a plein de monde en foule. Un public varié aussi. Puis les humoristes, je vous dis, la relève qui s'en vient, là, sont talentueux. Ils ont comme eu des modèles relève, avant. C'est la vraie relève. Là. La vraie relève. Là,
les jeunes petits pousses. jeunes, les petites filles, les petits gars qui commencent, là, ils nous chauffent les fesses, là, sont vraiment excellents. Puis ils ont appris de nous, puis de ceux d'avant. Donc, ils ont une grande culture, ils ont accès à beaucoup d'humour pour s'inspirer. Moi, j'ai envie de te demander, parce qu'on sait que l'humour a quand même changé. Il y a eu un avant et après MeToo. Ce milieu-là on le qualifiait de toxique. Il y a eu un grand ménage qui s'est fait. J'ai l'impression que vous êtes les modèles pour ceux qui s'en viennent. Comment vous travaillez avec eux? Qu'est-ce que vous montrez que peut-être vous n'avez pas eu comme modèle? Aux prochains qui s'en viennent? Ouais. Ben, on le sent déjà. Moi, je le sens déjà en tant que fille. En tout cas, à moins d'être vraiment naïve, là, j'ai plus l'impression d'être inconfortable ou pas en sécurité dans les loges. Vraiment, c'est... Et ça, tu l'as ressenti dans le passé? Un peu, ouais. Ben, j'étais pas en danger, mais je ressentais c'est un genre de sexisme, je dirais. Qui n'est plus là? Il reste peut-être un peu de sexisme à gratter, mais très peu. Vraiment, là, c'est autre chose. Moi, j'ai commencé il y a 10 ans, puis je vous dis, mettons, une présentation sur scène me faisait présenter... la prochaine, c'est une fille. Puis là, tout le monde disait « Ouh ». Puis là, il disait je connais pas ce qu'elle fait, je sais pas si elle est drôle, mais elle a un beau petit cul. Les gars, calmez-vous. Puis là, c'est moi qui arrivais sur scène. OK, c'était quand même... oui. Je te jure! Là, j'arrivais, je faisais, ça serait parfait comme présentation si j'étais une danseuse, mais ça donne que je suis une humoriste. Puis on en riait à l'époque, mais là, c'est complètement d'autre chose. Je sens vraiment une fraternité avec les gars comme les femmes dans les loges, dans le milieu. On s'entraide, on s'écoute, on écoute tout ce que l'autre fait, puis on se donne des conseils. Puis c'est par passion maintenant qu'on fait de l'humour. Puis le fait aussi de genrer l'humour, c'est en train de partir. Parce que, tu sais, moi, je l'ai entendu souvent le discours, les filles disent on est tannés là, de se faire poser des questions. Les filles en humour. De filles. L'humour de filles, ça n'existe pas de l'humour de filles. Est-ce que ça, c'est en train de s'effacer pour que ça soit évacué du discours? C'est quasiment tout effacé. Je pense que ce qui reste à faire, là, s'il y a du chemin qui reste à faire, ça se ressent peut-être un peu dans le public, mais très peu. Parce que je tiens à dire que dans mon public, puis dans beaucoup de publics d'humoristes, de femmes humoristes, il y a des gars, des filles, ils n'ont pas été traînés par la laisse, là. Ils viennent de plein gré voir le show. Mais il y a encore peut-être une réticence quand tu vois une fille monter sur scène. J'en ai parlé à d'autres filles en humour, puis comparé à un gars, à talent égal, là, un gars monte sur scène, on applaudit jusqu'à temps qu'il ait le micro dans les mains. Des fois, les filles, on sent un petit... Bon, croise les bras, plisse les yeux, c'est une fille, ça va-tu être drôle? Puis je me dis, c'est-tu moi qui hallucine ça? Mais non, j'ai encore le commentaire après les shows. D'habitude, les filles, je trouve pas ça drôle, mais toi, t'étais drôle. On leur reçoit tout ce commentaire-là. Tu le vois-tu comme un avantage? Ben, plus ou moins, parce que moi, je suis arrivée sur la scène, puis il a fallu que j'aille 3 minutes de joke pour que je te convainque que je suis drôle. Tu sais, c'est ça qui est plus tough par rapport à un autre gars, mais je vous dis, c'est des miettes qui restent c'est du sexisme qui reste dans le public parce que ça fait pas longtemps que les filles font de l'humour, puis ça fait pas longtemps qu'on assume qu'elles sont drôles. C'est intéressant, Maude, ce que tu dis, parce qu'au fond, essentiellement, c'est qu'à l'intérieur du milieu, le sexisme, c'est en grande partie, je te comprends bien, résorbé. Ouais. Mais dans la salle, face à l'humoriste, on n'a pas avancé autant au cours des dernières années. On a avancé, mais il en reste pas gros, puis c'est normal. Ça fait pas longtemps qu'il y a des filles, puis il y en a plein. Attendez, faites-vous à l'idée, là, il y en a plein qui arrivent. Déjà, les plus gros vendeurs au Québec, c'est Marthe Laverdière puis Christine Morancy, qui sont des femelles, donc ça va bien pour nous. Mais tu sais, des fois, là, vraiment, c'est rien, là, mais... Puis je pense qu'on les convainc, en faisant 3 minutes d'humour, là, on les convainc que finalement, on est drôle. Donc, de plus en plus, il y a des filles qu'on peut nommer comme bonnes en humour, là. Maude, on te reçoit dans notre segment Le Québec de demain. Donc, il y a un questionnaire qui vient avec ça. C'est le questionnaire du Québec de demain. Alors, première question, est-ce que, selon toi, le Québec a progressé dans le bon sens au cours des 20 dernières années? Bien, c'est une grosse question. Dans quel domaine en particulier? Dans le domaine qui, toi, va te toucher, probablement celui des arts. Je pense que ça a progressé, mais je pense que c'est un petit peu difficile de progresser ces temps-ci. Il y a comme d'autres crises à gérer. Donc, c'est pas la culture qui est le plus mise de l'avant. Mais ça a progressé un peu au niveau des causes sociales. Je pense à LGBT. Même si on voit, de la haine, là, mais ça, je pense que c'est une réaction à l'ouverture d'esprit, la haine. Mais il y a quand même un dialogue d'établi. Il y a quand même... Quand quelque chose n'est plus autant tabou qu'avant, c'est déjà un gros progrès. OK. Est-ce que tu trouves qu'on s'en va dans la bonne ou la mauvaise direction comme société au Québec? Ça marche tellement lentement que je sais pas.
C'est une réponse en soi. C'est pas aussi vite que tu le souhaiterais. Oui, je pense que ça pourrait aller plus vite, mais on a de la misère. Je pense qu'on a tous de la misère ces temps-ci à fonctionner tout court. Je sais pas si c'est le changement d'heure, mais... Comment tu vois le Québec dans 25 ans, par exemple, en 2050? J'espère qu'il sera pas en cendres. J'espère qu'il va être encore là. Toi, tu parles pour la conscience environnementale? Oui, un peu. Tu sais, on a un petit peu de déni, là. Tu sais, je m'inclus dans le problème, là. On fait pas grand-chose pour... tu sais, souvent, je trouve ça hypocrite qu'on donne aux citoyens la responsabilité de faire attention à nos achats et à notre consommation, mais notre consommation... c'est suremballé, puis c'est ça qu'on nous vend. Puis là, il faut faire des efforts. Hey, il a fallu que je me batte pour plus avoir le Publisac. Tu sais, c'est pas normal qu'on soit juste rendu là, que je veux juste moins de déchets. Puis on fournit à la tonne des déchets. Là. Ça arrête pas. Le problème est dans notre face. Puis ça, je parle juste des déchets, mais il y a plein d'autres problèmes. Puis sinon, mais mettons une lueur d'espoir. Là, moi, j'espère que 2050, si la télé est pas morte, j'espère qu'elle sera transformée puis qu'on va encore avoir un semblant de télé québécoise. Parce que je me souviens, enfant, on avait un rendez-vous télévisuel. On en avait plusieurs parce qu'il y avait juste le câble. Il n'y avait pas toutes les plateformes, Netflix, etc. Donc, on écoutait toutes la même chose en même temps. Puis le lendemain, au bureau, on se reparlait de « T'as-tu vu telle émission? » C'est un point de rencontre. Hein? Oui, le bye-bye, entre autres. C'est très culte, puis ça nous rassemble en tant que Québécois. Là, c'est dispersé. Chacun écoute pas mal ce qu'il veut, donc on n'a plus rien à se dire. Puis j'aurais envie qu'on retrouve ça, mais c'est ça. C'est pas facile en ce moment. Plus grand monde qui écoute la télé. Non, puis c'est vrai, c'est fédérateur, la télé, quand on écoutait tous la même chose. Mais maintenant, tu sais, Catherine, combien de fois tu vas dire, la série, on peut l'écouter sur Crave en rafale, elle va être diffusée plus tard ou sur Tout TV, puis ça sera plus tard à Radio-Canada. Il n'y a plus ce grand moment d'écoute commune. Non, à la même heure, mais il y a encore des buzz de plateforme. Tu sais, on peut le voir, comme par exemple dans ton domaine, LOL qui rira le dernier, quand c'est sorti la première saison sur Amazon Prime, tout le monde parlait juste de ça. Mais c'est vrai que le rendez-vous avec l'heure va exister de moins en moins. Il faudrait le recréer ou, tu sais, faudrait intéresser les jeunes aussi à créer de la culture québécoise au cinéma aussi. J'espère que ça ne mourra pas, le cinéma québécois. Ouais, on le souhaite tous, en effet. Maude, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir participé à notre segment Le Québec de demain. Merci à vous. Salut, c'était l'humoriste Maude Landry. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. C'est maintenant le moment de la chronique de Biz que j'accueille avec plaisir. Salut Biz. Bonjour Philippe. Alors tu viens nous parler de ton nouveau livre, Nos géantes, nos géants. C'est quoi ça? Alors c'est un livre qui a été coécrit par Claudia Larochelle et moi-même, et ce sont des petites biographies impressionnistes d'environ 1000 mots sur 22 personnages qui ont eu une incidence significative sur le français au Québec. Donc, ça part évidemment par Champlain, qui est l'instigateur de la francophonie en Amérique, et on les a placés dans un ordre chronologique. Donc, on arrive au Curé Labelle, on passe par les Patriotes avec Wilfred Lenson. Après ça, on embarque dans le 20e siècle avec Jeanne Benoît en cuisine. Donc, il y a des politiciens, bien sûr, mais il y a Calixa Lavallée qui a composé l'hymne national. Donc, c'est des personnages qui sont économiques, politiques, artistiques, évidemment. Et on arrive en dernier lieu avec Nelly Arcan qui clôt cette série-là parce que la consigne de la Fondation Lionel Groux, c'était les personnages doivent être morts, évidemment, pour laisser un peu de distance pour pouvoir parler d'eux. Alors là, moi, on se les a séparés, ces personnages-là, comme dans un pool de Claudia et toi? Prends Miron, je te donne Nelly Arcan avec Claudia, tout ça. Et moi, donc, j'en ai fait 11, dont j'aurais pu vous parler là, spontanément parce que j'ai eu des grands dossiers de la Fondation Lionel Groux, étoffés par des historiens. Mais j'ai choisi de vous parler de Michel Chartrand parce que, tout simplement, je l'aime, puis je m'ennuie de lui. Alors, je vais vous lire en diagonale le texte que je lui ai consacré dans le livre Nos géants. J'ai intitulé... Rappelle Biz, là, pour des gens plus jeunes qui nous écoutent, peut-être pas très familiers avec qui a été Michel Chartrand dans notre histoire. Bien, c'est exactement ce que je vais faire en te présentant le portrait. Le titre du portrait s'appelle Grande gueule au grand cœur. Je pense que ça lui va quand même ça assez bien. Assez bien. Et moi, je ne sais pas pour toi, mais quand je pense à Chartrand, je me rappelle toujours une entrevue légendaire qu'il avait donnée à Radio-Canada en 1998. C'est Bernard de Rome qui fait une entrevue avec lui. Il s'était présenté contre Lucien Bouchard dans la circonscription au Saguenay comme député indépendant et Bernard de Rome lui annonce, le sérieux Bernard de Rome lui annonce en direct sa défaite électorale. Et lui, Chartrand, comme à son habitude, il sac puis il tutoie le pauvre Bernard qui ne sait pas trop où se placer. Puis à la fin de l'entrevue, M. de Rome lui souhaite un joyeux anniversaire, un peu pour détendre l'atmosphère. Et du tac au tac, le bouillant syndicaliste lui réplique en pleine poire:
le human interest, ça me fait chier. Et Pantois de Rome brasse un peu ses papiers avant de conclure avec un sourire nerveux. Ah ben, mon Dieu, et là là, quelle table des matières vous avez. Et pour moi, tout Chartrand est là. À 82 ans, le bonhomme était encore capable de brasser à cabane et d'ébranler les colonnes du temple. S'il tutoyait les puissants, c'est qu'il avait le plus grand respect pour les humbles. Et les ravages de l'exploitation de son peuple le rendaient bourru. Brute de décoffrage, auraient dit les Français. Moi, j'ajouterais, en tout respect, une poutre équarrie à la hache. Une poutre, c'est parfois grossier, mais c'est solide. Ça peut plier sans jamais casser et ça supporte tout le poids de la charpente. Durant plusieurs années comme syndicaliste, à la CSN, la Centrale des syndicats nationaux, Michel Chartrand a soutenu de toute sa force les travailleurs québécois exploités par les grandes entreprises étrangères. Alors, Chartrand, il est né en 1916 à Outremont, dans une famille très nombreuse et c'est important de le mentionner, très croyante, très religieuse. Alors, tout son engagement social est basé sur sa foi catholique et aider son prochain. Vraiment, c'est vraiment sa foi, elle fait partie de son engagement, de sa vie, du début à la fin. Et quand je dis du début, c'est qu'à 17 ans, il est devenu moine à l'abbaye d'Oka. Ah oui? Alors, ça, j'ignorais ça. Imagine ça, là. Le grand Michel Chartrand, la grande trappe, la grande boîte, le haut-parleur, emmuré dans le silence de l'abbaye d'Oka, on n'aurait jamais entendu sa voix. Les travailleurs ne l'auraient jamais eu. Ils seraient restés là à faire du chocolat ou je sais pas quoi. Et donc, c'est un ennui de santé qui va le forcer à sortir de là, bien heureusement pour les travailleurs québécois. Et là, au sortir de là, il se ramasse avec des organismes catholiques de jeunesse ouvrière catholique ou des trucs comme ça. Qui étaient très engagés, là, ces organismes-là. Absolument. Ils étaient précurseurs à l'époque. Bien, c'était le soutien. Il n'y avait pas de soutien de l'État, donc c'était l'Église qui s'occupait de soutenir les travailleurs, entre autres. Lui, il s'implique là-dedans avant d'aboutir avec la grosse centrale, la CSN. Alors là, il se ramasse avec la CSN. Dans les années 50, c'est les grèves des mineurs qui ont fait beaucoup de bruit au Québec. Des grèves très difficiles qui ont été réprimées très durement par la SQ et la police politique de Duplessis, en fait. Et c'était difficile physiquement pour les grévistes. On voulait vraiment les casser. Il y avait des briseurs de grève et tout. Chartrand, évidemment, est au front avec eux. Et quand je dis au front, c'est que j'exagère pas. Et du front, il en a lui-même. La légende dit qu'il y a un policier qui est tremblant, qui est très nerveux, qui le tient en joue avec son fusil à bout portant, avec des vraies balles à l'époque. Donc, ça joue très sérieusement. Et Chartrand lui lance « Arrête de shaker, tu vas me manquer, Chris. » Il dit ça aux jeunes policiers. Et ça, c'est Chartrand qui est toujours prêt à prendre une balle pour les plus faibles. Et pendant les années 70, là, la lutte se déplace avec la crise d'octobre. Et il y a beaucoup à ce moment-là, d'artistes, d'activistes des syndicalistes qui ont été emprisonnés. Et lui-même, fier et sans regret, il résume sa pensée. Il dit, quand les bandits sont au pouvoir, la place d'un homme est en prison. Et lui, il a été détenu justement pendant 4 mois pendant la crise d'octobre pour sédition. Il a fait partie des prisonniers politiques. Et Chartrand a aussi commenté ainsi l'emprisonnement du poète Gaston Miron. Un pays qui enferme ses artistes et ses poètes ou qui les force à s'exiler, ben ça fait la Grèce des colonels et l'Espagne de Franco. Alors, il y avait vraiment son franc-parler et il n'avait pas peur d'aller au bat. Et ces luttes syndicales l'ont aussi rapproché, c'est pour ça qu'il est dans le livre, des luttes pour le français, parce que dans la syndicalisation, les ouvriers, s'ils voulaient comprendre ce qui se passait dans les usines, il y avait le droit de travailler en français et aussi les consignes de sécurité. Toutes les consignes de sécurité étaient toutes en anglais à l'époque et on s'en percevait que les travailleurs unilingues francophones n'étaient pas en sécurité s'ils ne parlaient pas l'anglais, ce qui était contraire au droit qu'ils avaient de travailler en français. Donc, rapidement, la FTQ et la CSN sont devenus des acteurs majeurs pour la défense du français au Québec. Et dès 1971, Chartrand dit ceci à propos du français. « Si on n'a pas le courage de prendre les moyens nécessaires pour sauver la langue française, il faut avoir le courage de dire aux générations qui s'en viennent qu'on s'en va vers une assimilation nécessaire à brève échéance. » Donc ça, il dit ça en 71, un grand visionnaire. Et je termine le texte en disant ceci. Il peut sembler paradoxal qu'un champion du français, fervent croyant de surcroît, s'exprime en sacrant comme un charretier dans une langue populaire et colorée que lui ont si souvent reproché ses détracteurs. Mais comme dit le proverbe, quand le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. On pourrait ajouter quand Chartrand pointe la pauvreté, l'idiot regarde la langue. Jamais simpliste sur le fond, le discours du syndicaliste a souvent été simple dans sa forme, une façon de s'assurer que le peuple se reconnaisse dans sa voix. Ça, c'était un des 22 portraits qui se retrouvent dans le livre Nos géants, nos géantes, dont on fait le lancement à 5h30 tout à l'heure à la librairie Raffin sur Saint-Hubert. J'invite tout le monde, c'est public. Sinon, le livre est en librairie depuis mercredi dernier et Claudia et moi, on sera au Salon du Livre
pour signer, évidemment, des exemplaires. Et nous aurons aussi, ça c'est le fun, c'est la société qui a fait ça, Fondation Lionel Groulx, des petites cartes de hockey à l'effigie de nos personnages qu'on pourra signer avec plaisir au salon. Excellent. Ben, merci beaucoup, Bill. Ça semble un livre absolument magnifique. Alors, bravo à Claudia et toi. Merci.